on va passer maintenant à une deuxième table ronde où Caroline, toi, tu es toujours, donc tu restes là. Et c'est Alex Lutz qui va faire la présentation. Donc Alex, je t'invite à me remplacer pour présenter les autres invités. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec la première table ronde. Après cette grande introduction sur le thème qui est donc effectivement très complexe, avec beaucoup de dimensions. Ce qu'on peut avoir un peu en résumé, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise écologique en cours, le tout numérique devient un petit peu finalement la question de est-ce qu'on peut solutionner finalement la transition écologique avec le numérique. On a déjà un peu entreaperçu un peu tous les effets, tous les impacts environnementaux du numérique qu'il peut y avoir. Entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, on a eu notamment accès à 2 études. Une au niveau Europe qui a été commanditée par les Verts européens, les Verts au Parlement européen, avec le collectif Negaoctet, et également avec Adam Arcep, qui ont sorti leur étude en début d'année. Les deux qui au niveau France, les 2 études sont concordantes et montrent que le numérique a un fort impact environnemental qui est notamment lié à la production des équipements, des matériaux, des infrastructures, mais également les réseaux, les usages évidemment. Donc c'est toute une face cachée du numérique dont on voudrait parler aujourd'hui et donc qui est assez encore méconnue. Et pour ceci, nous avons un set d'intervenants et d'intervenantes que je salue et que je suis ravie d'avoir avec nous aujourd'hui pour cette première table ronde « Quel numérique pour une planète durable ?» Donc on en parle aujourd'hui avec Lise Breteau, Côme Guirchig, Caroline Zorn, Ophélie Coelho et Fabrice Flippo. Merci à vous d'être là. Donc sans plus aucune transition, je vais directement commencer avec les questions. Ce sera à peu près pendant 1 heure. Ensuite, nous aurons également une session de questions-réponses qu'on aura notamment pour les personnes ici dans la salle et également en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur notre logiciel Opine. Je commence par vous, Fabrice Flippo. Vous êtes philosophe, professeur à l'Institut Mines Télécom et chercheur au laboratoire de changement social et politique à l'Université de Paris. Vous venez de publier votre livre « La numérisation du monde, un désastre écologique » aux éditions L'Échappée. Donc, Fabrice, quels sont les enjeux de la numérisation du monde et ses implications écologiques aujourd'hui? Je vais prendre le premier micro qui est là-bas. Merci beaucoup. Oui, alors très rapidement, il faut prendre un petit peu de recul. Dans le numérique, on a souvent l'impression qu'on redécouvre tout. Et le numérique, c'est une machine qui est inventée en gros pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et aujourd'hui, dans les appareils numériques, c'est toujours les mêmes machines. Donc il n'y a pas eu de changement sur le principe de la machine. Cette machine est améliorée de manière constante, et elle fait 2 choses. Elle traite de l'information et elle commande. Elle ne fait que 2 fonctions. Elle ne fait pas 35 000 fonctions, elle fait 2 fonctions. Elle informe et elle commande. Et depuis 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Pour aller très très vite, moi j'aime bien ce que dit Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC. Il dit la mondialisation repose sur 2 innovations, le conteneur et Internet. Vous voyez, Internet est une invention logistique, avant tout. Et d'ailleurs, l'inventeur d'Internet en 1961, dans sa dissertation au MIT, explique qu'il applique à l'information le traitement logistique. Donc Internet, c'est de la logistique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sans Internet, on voit difficilement comment le scénario le plus probable pour l'instant, le scénario au fil de l'eau, se produirait. C'est-à-dire le scénario au fil de l'eau, c'est qu'on consomme 2 fois plus de matière d'ici 2060. 2 fois plus de matière d'ici 2060. Sans le numérique, ça sera difficile d'y arriver. Vous voyez? Alors quand on dit le numérique, l'effet rebond et tout, non, c'est pas ça. Il faut pas tout confondre. Le numérique est une information qui est mise au service des gains de productivité, de performance, de produire plus. C'est comme ça qu'il est présenté depuis, on va dire, les années 70, le rapport Noraminck, etc., le rapport Terry autour de l'information. Il est vendu comme ça depuis 50 ans. Il y a quand même des raisons, il me semble. Ou alors tout le monde se trompe et le numérique fait autre chose que de produire plus et consommer plus. Enfin, moi je pense qu'il ne se trompe pas. Et les dernières études qui essayent de mesurer la balance entre ce que le numérique, disons, supposément permet d'économiser
et ce qu'il encourage, au contraire, en termes de consommation, en fait, le bilan est négatif. Et encore, c'est des études qui ne prennent pas assez bien en compte le coût de la fabrication. Donc, en fait, le bilan, il est très négatif. Voilà, on en est là aujourd'hui pour des raisons qui sont, il me semble, très simples à comprendre. Hein. Alors après, quand on dit le Janus, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il y a un concept important dans l'histoire qui est le concept de lock-in technologique, de dépendance à un système socio-technique. Aujourd'hui, on dit, oui, mais les gens, ils ne peuvent pas se passer de leur smartphone. Moi, j'ai fait une étude, je suis remonté, ce qu'a dit le CREDOC, de la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Les gens, ils ne voyaient pas l'intérêt du smartphone dans les années 2004-2005. L'iPhone, quand il est sorti en 2007, seule une poignée de fans a vu l'intérêt. Aujourd'hui encore, quand vous regardez un pays comme la Roumanie qui est très bien câblé d'un point de vue fibre optique, la raison pour laquelle les gens n'utilisent pas Internet, c'est la raison principale, ou peu, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin. D'accord ? Donc les lois liberticides, il faut y aller mollo. C'est-à-dire que d'abord, il y a une imposition d'un certain nombre d'usages. Donc pour moi, c'est ça qui est liberticide. Et après, il y a quelques élus courageux qui essayent de lutter contre les usages qui sont imposés par des pouvoirs qui sont 100 fois plus gros qu'eux. C'est ça la réalité. Donc après, oui, les gens se trouvent évidemment dépendants de leur système, c'est sûr, après, mais pas avant. C'est pour ça que les études d'impact sont absolument essentielles dans l'histoire, parce que ce n'est pas un objet qu'on adopte, c'est un système socio-technique. D'accord ? C'est pas seulement l'industriel, c'est pas seulement le consommateur, c'est le système socio-technique. Hein, d'ailleurs, dans mes cours, j'utilise Strasbourg, ville pour les vélos. On voit bien que c'est hostile à la voiture. Il y a d'autres endroits comme Los Angeles qui sont hostiles au vélo. L'infrastructure, on voit bien, conditionne massivement les choix. Donc c'est sur l'infrastructure socio-technique, c'est pas que technique, qu'on doit jouer. Aujourd'hui, quels sont les rapports de force ? Et j'en viens à la question que vous m'avez posée sur l'évolution aussi de tout ça. Hein, parce que nous, notre premier rapport sur le numérique et l'écologie du numérique, on l'a fait en 2006, donc ça fait un petit moment qu'on suit le sujet. Aujourd'hui, il y a des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards et des milliers de milliards, puisque Tesla est valorisé en bourse 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que tous les autres constructeurs réunis. Pour faire quoi ? Pour faire main basse sur, on va dire, l'automobile mondiale. Vous n'aurez plus d'automobile, vous aurez une espèce de métro modulaire, le robotaxi, propriété de Tesla, qui pourra tout commander de manière centrale. Voilà pourquoi les financiers mettent de l'argent dans Tesla. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, ça. D'accord ? Donc, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont mis là-dedans, avec un certain résultat. Vous comprenez bien qu'il est plus facile de faire adopter un produit quand vous avez 1000 milliards sous le coude que quand vous avez la mairie de Strasbourg. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Hein. L'investissement va du côté de la numérisation à grande échelle. Le métavers, la voiture autonome, l'intelligence artificielle. Il y a des milliards. Pour l'instant, ces milliards, ils ont servi à quoi ? Ils ont servi à équiper la population en terminaux. Parce que vous comprenez bien aussi que tant qu'il n'y a pas les terminaux, il n'y a rien. On ne peut rien faire s'il n'y a pas les terminaux. Il faut d'abord l'accès à la personne. Donc le terminal, c'est l'accès. Après, on va mettre de plus en plus de services. Toute la communication va se passer sur le terminal une fois qu'on a l'accès. Mais se concentrer sur la consommation du terminal, c'est vraiment voir le problème par la mauvaise entrée. La première entrée, c'est la data, ça a été dit. Le terminal ne sert qu'à utiliser la data. S'il n'y a pas de data, il n'y a pas de terminal. Donc d'abord, c'est la data en premier lieu. Donc c'est les data centers qui sont en train de proliférer un peu partout. Parce que maintenant, les industriels, et c'est ça la différence avec 2006-2007, 2006-2007, quand on a fait notre première étude, l'objectif c'était d'équiper tous les consommateurs, c'est fait. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus vendre grand-chose aux consommateurs, donc il faut équiper les entreprises. Donc le business, il va du côté des entreprises maintenant. C'est ce qui se passe au Consumer Electronics Show à Las Vegas, par exemple. Le business, il va de ce côté-là. Alors ce qui s'est passé avec tous ces milliards, hein, alors ça peut être une grosse bulle qui va s'effondrer, tous ces milliards, comme en 2002, la bulle Internet, les gens ont cru que ça allait passer dans l'ordinateur multimédia, puis en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé, et l'argent s'est évaporé. Donc, il peut très bien aussi que tout ça s'évapore, et que tout ça s'effondre, la voiture autonome, ça se fera jamais, etc., etc. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, faut voir qu'on a un truc très spéculatif et non pas quelque chose de déterministe où ça y est, l'avenir est très clair. Non, on est en plein storytelling, en pleine spéculation. Hein. Alors, c'est vrai que les entreprises ont changé.
En 2006, elles étaient contre toute régulation. Maintenant, elles sont pour le recyclage du plastique et des métaux, les métaux les plus courants, parce que les autres ne sont pas recyclés. Elles sont pour l'énergie renouvelable, donc elles sont pour l'efficacité énergétique. Et, elles étaient pour les accords volontaires en 2006. Elles sont contre maintenant, parce qu'elles pensent que les accords volontaires, c'est pour les tricheurs. C'est bien, il aurait fallu y penser au début aussi. Et elles sont pour les réglementations européennes qui font effectivement ce que dit Guillaume Plitron, c'est-à-dire essayer de ménager la chèvre et le chou, et ça ne marchera pas. On peut déjà le dire tout de suite. D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de perspectives donc, là-dedans. Donc, l'idée de dire que finalement, il n'y a pas de déterminisme et qu'il faut vraiment qu'on voit vers quoi on va et comment on le décide. Je vais me tourner vers vous, Caroline. Au niveau des pouvoirs publics et notamment locaux, pour vous, quel est un peu finalement le rôle que doit tenir la collectivité dans ce verdissement du numérique et dans la définition de ce paradigme, comme en parle Fabrice? Merci. Le rôle de la collectivité publique, c'est d'avoir une vision à long terme. Et c'est compliqué parce qu'on est élu pour un mandat. Et donc, quand on parle de prospective, quand on parle de vision, quand on se demande s'il y a un déterminisme ou si on peut changer les choses, il faut voir sur combien de temps on peut changer les choses et si en réalité, c'est pas plus une impulsion qu'une complétude de mesures publiques qu'on va pouvoir adopter. Donc le choix qu'on a fait, c'est de ne pas prétendre verdir toute la politique publique de Strasbourg en un mandat, mais de poser ce qui va permettre dans le temps, donc vraiment de poser des structures, de poser des leviers, de poser des outils qui vont pouvoir se dérouler dans le temps. Et notamment la commande publique. Tout simplement, le premier élément, c'est qu'on a à Strasbourg la chance d'avoir, je remercie Christian Brassac, qui est le vice-président de l'Eurométropole qui travaille sur ces sujets, et donc qui a mis en place un schéma d'achat socialement écologiquement responsable. Et donc ça a été délibéré en juin dernier, et ça permet d'avoir une intégration des objectifs de développement durable dans la commande publique. Alors, quand on illustre en matière numérique, pour parler de ça évidemment, quand on illustre le rapport du terminal à la data, je vais donner un exemple très simple pour dire que le terminal reste malheureusement lié à la data. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on a connu la vente forcée. C'est-à-dire que quand on achetait un ordinateur, on achetait en même temps du Microsoft et on n'avait pas le choix. Donc il a fallu quand même attendre un certain nombre d'années et que cet éditeur de logiciels propriétaire extrêmement connu, pour ne pas dire monopolistique, ne soit plus dans ce cadre de vente liée. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ça l'est encore dans les esprits et ça l'est encore dans les usages au quotidien. Et donc, pour terminer sur cette question de matériel, on essaye de promouvoir des achats qui soient responsables et donc des achats qui, en toute logique, on devrait valoriser davantage Fairphone, en fait, que Samsung ou Apple, pour ne citer que. Mais en réalité, lorsque moi, au début de mandat, j'avais un Fairphone, parce que c'est ce que j'avais demandé à avoir comme matériel professionnel, on s'est rendu compte que tous les logiciels de la collectivité ne tournaient pas sur Fairphone et qu'il y avait des bugs qui ne me permettaient pas d'utiliser notamment Skype Entreprise. Et donc, on s'intéresse là à la commande publique sous l'angle du logiciel. Alors on se dit, a priori, il faudrait quand même respecter les préconisations de la politique générale de sécurité des systèmes d'information, qui préconise quand même de passer au libre pour les collectivités, notamment pour des questions de souveraineté, mais pas que, mais aussi d'obsolescence programmée, comme je viens de l'évoquer. Sauf que c'est très compliqué, parce que là, quand vous êtes une collectivité, vous avez des agents et des agentes. Et on en a 8000 à Strasbourg, qui sont, comme la plupart des publics scolaires d'ailleurs, et encore aujourd'hui, shootés au logiciel propriétaire depuis leur début d'activité. Donc comment est-ce qu'on accompagne ça? Comment est-ce qu'on fait un accompagnement au changement qui, d'un point de vue aussi ressources humaines, ne constitue pas une maltraitance institutionnelle? Parce que pour certains agents, changer de logiciel, changer leurs habitudes, c'est vraiment douloureux, parce qu'ils n'ont pas eu cette formation en fait, et qu'ils n'y voient pas l'intérêt, que ça va être un travail supplémentaire. Donc il faut expliquer pourquoi on le fait, quelles sont les externalités positives à en attendre, et comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les choses globalement. Donc ça, il ne faut pas voir que le travail visible et que le travail externe. Une nouvelle fois, il y a tout dans la politique numérique, et surtout pour les politiques publiques, les collectivités, il y a cet aspect interne en fait, gestion interne. Pour amorcer des politiques
en matière numérique qui soit vertueuse, il faut embarquer tout le monde. Et parfois c'est quand même compliqué. Et après, sur les questions de, d'innovation et de développement avec le numérique, parce qu'il y en a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'évaluation. Nous, on propose de travailler aujourd'hui sur quel est l'impact de chaque innovation numérique, quel est l'impact de chaque politique qui actionne des solutions numériques, avec des critères, avec une démarche, des démarches INR, CITERJ. Enfin, on essaye vraiment de voir tout l'éventail des évaluations et des leviers possibles pour mener des politiques vertueuses. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, notamment en matière d'aménagement numérique du territoire, pour parler de manière très concrète, les maires n'ont pas la main. L'État a la main. Donc l'implantation des antennes, on ne peut pas en décider. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est donner au public le maximum d'informations. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on pourra peut-être en reparler après. Qu'est-ce que, en matière notamment d'antennes, et je sais qu'on va en parler, des antennes 4G, 5G, comment est-ce qu'on essaye de faire notre part, mais sous l'angle information au public, parce que le Code des postes et télécommunications ne donne pas la main aux collectivités pour ça. Voilà. Donc on voit vraiment qu'il y a des questions de compétences finalement et de quel niveau les choses peuvent se réaliser. Vous avez vraiment parlé d'effet de lock-in, le côté d'être finalement un peu soumis au logiciel et voilà, que l'État a la main. Pour ça, je vais me tourner vers Lise Breteau. Lise, vous êtes avocate en droit des technologies et des données. Vous êtes aussi membre du collectif Green IT. Vous avez aussi travaillé sur la proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, la loi REEN, qui est passée en fin d'année dernière. Selon vous, est-ce que c'est une avancée qui est importante? Est-ce qu'elle répond un peu à ces différents problèmes-là? Et peut-être quels sont sinon les manques réglementaires que vous voyez à ce jour voilà, au vu de ces discussions? Oui, la loi REEN, comme on l'appelle par son petit nom, vise à réduire donc l'empreinte environnementale du numérique en France. Et alors, l'intérêt de cette loi, c'est qu'elle va ouvrir tout un tas de sujets, elle va mettre sur la table tout un tas de sujets qui étaient complètement absents jusqu'à présent des lois, vraiment. Donc c'est intéressant de poser les choses sur la table. Après, on va dire que c'est un premier jalon, et qu'elle va être amenée à être étoffée, à être développée, à être relayée au niveau européen, à être relayée au niveau des territoires, parce qu'elle ne va pas très loin dans son contenu de fond. Elle prévoit de mettre dans les programmes scolaires des modules sur la sobriété numérique, etc. Mais on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans ces fameux modules, donc on ne sait pas encore quel sera le contenu qui sera délivré aux enfants. Donc, elle pose le sujet, mais elle ne le règle pas. Voilà. Y a le sujet de l'éducation. Après, il y a le sujet des pratiques de marché. Comment est-ce qu'on oriente le marché vers des pratiques un petit peu plus vertueuses, éviter d'inciter les gens à renouveler leur portable, leur smartphone tous les 2 ans parce qu'on vous offre un nouveau téléphone avec un réengagement de 24 mois, tout ce qu'on appelle le phénomène des téléphones subventionnés. Comment est-ce qu'on essaye de corriger ça en proposant plutôt aux gens, ce qui est prévu dans la loi REEN, en montrant aux consommateurs, aux clients qu'il existe des offres en reconditionné, par exemple. Donc on essaye de mettre en parallèle le neuf et le reconditionné, de les mettre sur le même plan et d'informer le consommateur qu'il existe du reconditionné, en espérant que les consommateurs sauront pourquoi on leur propose du reconditionné. Et là encore, il y a un sujet d'éducation, clairement, et de mise à niveau de tout le monde en termes de culture générale sur l'empreinte environnementale du numérique. On a donc ce volet pratique de marché. On a un volet sur les data centers, essayer de les rendre un petit peu plus performants, de les inciter à utiliser leur chaleur fatale pour des usages bénéfiques, pour servir à chauffer d'autres bâtiments, etc. Bon, ça ne va pas très très loin dans le contenu. Et on a aussi un volet sur prévoir que les collectivités, les grosses collectivités territoriales mettent en place des stratégies numériques responsables sur leur territoire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on fait comme ça des annonces, mais la loi ne peut pas tout régler en une fois, naturellement. Mais c'est vrai que pour le moment, il faut voir comment cette loi va être mise en œuvre pour voir comment les pratiques, quelle va être son efficacité pour faire évoluer un peu les pratiques. De la même manière, on a un pas
sur ce qu'on appelle l'éco-conception des services numériques, puisque la loi intègre ce terme au cadre légal, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Peu de gens savent ce que c'est que l'éco-conception des services numériques, donc c'est bien encore une fois de poser le sujet sur la table, mais elle pose le sujet sur la table sans le rendre contraignant. Et c'est vrai que cette loi a baissé un petit peu les ambitions de la proposition de loi initiale qui avait été rédigée par les sénateurs. Le produit final est nettement moins ambitieux, mais ce qu'on peut espérer, c'est qu'on aille vers un peu plus de développement à l'avenir sur ces différents sujets. Et cette loi a été complétée par une loi prise un mois après, qu'on appelle la REEN 2 en général, et qui donne à l'ARCEP le pouvoir de collecter des données environnementales auprès de certains opérateurs et certaines entreprises du secteur numérique, on va dire, pour le dire vite. Et ça, c'est aussi une avancée intéressante parce que Caroline parlait tout à l'heure du sujet de la mesure. Mesurer, analyser, faire des études d'impact et l'importance de cette phase préalable avant de prendre des décisions. Et ça nécessite de récupérer de la donnée. Et ça nécessite de récupérer de la donnée bien souvent auprès d'entreprises privées. Et si on ne les contraint pas à donner ces données, à fournir ces données, elles vont avoir tendance à fournir un peu ce qu'elles veulent, les indicateurs qui les arrangent, à pas forcément ouvrir de manière très transparente leurs livres et leurs registres, et donc à pas permettre de faire des évaluations multicritères qui prennent en compte tous les cycles de vie des produits ou des services dont il s'agit. Et la loi, dans ce cadre-là, permet quand même d'encadrer et de forcer un peu et de pousser les portes et de mettre un pied dans la porte pour avoir vraiment des infos fiables, complètes et exploitables. Donc ça, c'est aussi une avancée intéressante et qui vont nécessiter, ces deux lois vont nécessiter des développements ultérieurs et des développements au niveau européen et au niveau territorial. Mais c'est quand même une belle émergence du sujet, finalement, et qui est quand même assez prometteuse. Merci pour ça. Donc il y a déjà un certain nombre de sujets qui sont mis sur la table et qui sont à compléter. Peut-être sur les sujets qui n'ont pas été mis sur la table et qui sont donc investis autrement, je me tourne vers vous, Com Girching. Vous êtes militant écologiste français, ingénieur, conférencier et initiateur des process 5G France et Europe. Donc la 5G, un thème qui n'est pas nécessairement dans la loi REEN en l'occurrence. Peut-être parlez-nous un peu de ces recours 5G. Dans quelle mesure la 5G, ça peut ou non poser un problème pour l'environnement? Sur quelle base avez-vous lancé ces recours et où en est-on aujourd'hui? Et j'ai combien de temps pour ça? En fait, avant de commencer sur les procès 5G, j'ai juste essayé de me faire un avis personnel sur les questions numériques et tout ce qu'on a dit ce matin a évidemment contribué à ma réflexion. Et à la base, moi, comme vous l'avez dit, je suis militant climat et je suis très sensible au rapport du GIEC, de l'IPBES, etc. Et ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas 30 ans pour faire la transition. On n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait des stockages à ARN ou à ADN, on n'a pas le temps d'attendre l'ordinateur quantique, on n'a pas le temps d'espérer en fait une bifurcation technologique qui permette in fine de rendre le numérique responsable. Il faut faire avec l'existant et le rendre au maximum durable. Et je pense qu'en fait, vu le temps que l'on a, tout devra passer par la sobriété à peu de choses près. Elle devra être construite via la loi, la fiscalité, etc., l'orientation des usages, les nudges, etc. Mais elle ne pourra pas être technologique, tout simplement parce qu'on a 10 ans. Dans le dernier rapport du GIEC, c'est écrit qu'on a un budget carbone mondial de 300 gigatonnes, ce qui fait exactement 5 années au rythme d'émissions actuelles. Ça, c'est pour respecter le chiffre 1,5 degré qui est écrit en haut. Donc voilà, on est juste contraint par ça. Or, à peu près au moment où je me faisais ces réflexions sur le numérique, il y avait effectivement les rapports du Shift qui commençaient à mettre sérieusement le sujet sur la table de façon documentée. A émergé cette question de la 5G, qui apparemment était en discussion au niveau de la Commission depuis à peu près 2014, mais qui, curieusement, n'avait pas atteint les oreilles des citoyens en France à minima. Et ce que j'ai vu dans cette 5G-là, c'est en fait une sorte de matrice, une sorte d'infrastructure socio-technique qui va conditionner ensuite beaucoup des usages. Et un peu comme aujourd'hui, on est contraint d'utiliser le smartphone, d'avoir une boîte mail, etc. Dans 10 ans, on sera contraint d'avoir une myriade d'objets connectés pour être socialement, pour prétendre avoir un métier, pour avoir peut-être une vie de couple normale, peut-être avoir un logement, etc.
Et je pense que l'idée en soi n'est pas complètement inintéressante, il ne faut pas la rejeter. Et là, ce serait une réaction amiche dans le sens caricatural du terme. Mais il faut au moins la questionner, cette image-là, cette perspective-là du futur. Il faut au moins la questionner, il faut au moins avoir un débat citoyen. Or, force est de constater qu'il n'a pas eu lieu. Et n'ont pas non plus été délivrées les études adéquates, disons, pour se faire un avis. C'est-à-dire que les études environnementales, les études sanitaires n'ont soit pas été créées, publiées, ou alors elles ont été données a posteriori. Le cas le plus emblématique, c'est vraiment les études sanitaires, où on a un ministre, un secrétaire d'État au numérique qui dit à qui veut l'entendre qu'il y a 28 000 études qui montrent qu'il n'y a pas de risque sanitaire avec la 5G, parce que moi je veux bien entendre, je ne suis pas spécialement craintif des ondes, mais voilà, je me fie à ce que dit la science. Il dit donc, ce secrétaire du numérique, qu'il y a 28 000 études qui montrent l'innocuité de la 5G, et quand on regarde dans les faits l'étude de l'ANSES qui a été publiée après que les fréquences aient été vendues aux opérateurs, on voit qu'il y a 2 études qui ne peuvent pas conclure. Donc, il y a vraiment un problème de timing, un problème de communication auprès du citoyen, un problème de prospective technique et scientifique qui fait qu'on s'élance dans la 5G en espérant peut-être qu'un jour, en 2028 ou en 2030, le solde énergétique en gaz à effet de serre, etc. sera positif. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait absolument rien, d'où les procédures sur la 5G. Merci pour ça et aussi pour le temps. Non, du coup, la 5G, donc c'est vraiment un vecteur qui en fait n'est pas isolé. Donc c'est quelque chose qui permet finalement à beaucoup de nouvelles technologies d'émerger. Donc multiplier les terminaux, multiplier les usages. Je me tournais vers vous, Ophélie Coelho. Vous êtes chercheuse indépendante. Vous êtes spécialiste des enjeux de la géopolitique du numérique et membre du conseil scientifique à l'Institut Rousseau. Donc aujourd'hui, on a beaucoup entendu finalement qu'on dépend énormément de l'extérieur, que ce soit pour l'accès aux matériaux, que ce soit aussi pour les technologies elles-mêmes. Donc concrètement, en Europe aujourd'hui, tout le monde est plutôt d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de souveraineté numérique. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, souveraineté numérique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont un peu les enjeux géopolitiques du numérique pour l'Europe? Alors déjà, je vais un petit peu casser le terme de souveraineté d'une certaine manière, c'est-à-dire que parfois il n'est pas tout à fait adapté. Dans l'écosystème numérique, on sait qu'on est très interdépendant, on peut prendre plein d'exemples différents, de la conception des logiciels où on va avoir énormément de briques techniques différentes qui sont interdépendants. Vous avez, dans la grande majorité des produits numériques aujourd'hui, vous allez avoir des briques de logiciels propriétaires ou non propriétaires ou de logiciels libres. Et tout ça, en fait, vit ensemble. C'est vraiment un produit numérique va être un écosystème numérique à lui seul, en fait. C'est ce qui fait d'ailleurs la force d'AWS, d'Amazon Web Services, qui détient quand même 30% de part de marché mondial, et c'est 30% aussi, on est vraiment dans cette moyenne-là en Europe, où on a une dépendance de 30%, on pourrait dire, à Amazon Web Services, et qui en fait inclut dans le code informatique, ou plutôt dans nos produits, en fait, des briques de son produit. Donc le jour où en fait Amazon Web Services décide de couper, pourquoi pas, ses services en Europe, ça va impacter réellement le fonctionnement des sites internet, de certains sites e-commerce, de certaines plateformes, etc. Donc il y a une interdépendance logicielle, il y a une interdépendance des réseaux, évidemment. Et là-dessus aussi, il y a des nouveautés. Quand on parle des réseaux, tout à l'heure, M. Pitron parlait des câbles, des réseaux terrestres, certes, des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, donc 98-99% du trafic Internet aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au départ, ce sont des câbles qui appartiennent à des grandes entreprises de télécommunications. Mais depuis quelques années, les choses sont en train de complètement changer. Les choses sont complètement bouleversées de ce côté-là. Et on se retrouve en fait avec des big tech américaines majoritairement, mais également chinoises, qui payent en fait, qui fabriquent ces câbles, enfin qui payent pour qu'on les fabrique, parce que évidemment c'est pas eux qui les fabriquent, ils ont au moins cette dépendance-là en termes de fabrication, ils ont évidemment la dépendance des métaux également, mais ils ont les capacités de financer des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres de câbles sous-marins, d'en gérer aussi la sécurité, etc. C'est quand même des financements que ne peuvent plus assumer aujourd'hui ni les États, ni les entreprises de télécommunications. Du coup, les entreprises de télécommunications, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent juste des gestionnaires de stations d'atterrissement. Donc, en fait, on devient dépendant, du coup, de Google ou de Facebook, par exemple,
pour les câbles sous-marins qui traversent de l'État de Virginie à la France, par exemple. La France étant un très grand hub de câbles, puisque à la fois, par notre configuration géographique, on a accès à l'océan Atlantique, où on a depuis l'année dernière 2 câbles branchés à Dunant. Alors on n'a pas que 2 câbles, hein, mais des nouveaux câbles, les nouveaux câbles créés par les GAFAM, Dunant au nord et Amitié au sud par Facebook et Microsoft. Et à Marseille, vous avez Huawei et Hengtong, donc Big Tech chinoise, qui sont venus se câbler en fait via la Méditerranée. Donc en fait, la France, par exemple, a un positionnement très stratégique pour la territorialisation des GAFAM. Donc il y a cette partie des câbles. Donc la dépendance va au-delà du logiciel, bien sûr. Elle va au niveau des réseaux. Elle va également sur les data centers. On en parle, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, il y a une véritable stratégie de territorialisation des serveurs, où les GAFAM ou des entreprises partenaires des GAFAM comme Equinix, qui proposent des services de cloud on-ramp, en gros des plateformes d'ouverture, de vente en quelque sorte des produits des GAFAM, vous avez une territorialisation de ces infrastructures-là qui vont avoir un impact concret sur les territoires. Pour quelles raisons? Parce qu'ils coûtent, parce qu'ils sont très énergivores et qu'ils demandent énormément aussi de consommation en eau. Et comme on va avoir de plus en plus de données dans les prochaines années, on voit bien que cette consommation-là, si elle paraît minime par rapport à la production des terminaux, en réalité, elle va augmenter dans les prochaines années. Et il faut voir ça au niveau mondial, puisqu'ils sont en train de faire la même chose sur le continent africain. Regardez les projets de câbles sous-marins, Tout Africa par exemple de Facebook, Peace de la part de Hengtong Huawei, encore une fois, et également du câble sous-marin Google, qui lui est le seul propriétaire de ces câbles en général. C'est-à-dire que Google s'est dit, ok, j'ai pas de constellation satellitaire, ça c'est Amazon, mais moi je vais avoir les câbles sous-marins. Donc en fait, il y a une configuration qui est en train de se faire. Ça va très très vite, puisque en quelques années, Google a acquis 15, alors il y a des projets jusqu'à 20 câbles, hein, ils sont en cours de construction, qui appartiendront donc partiellement ou totalement à Google, 15 pour Facebook, Microsoft 5, etc. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin que le logiciel. Donc cette dépendance, je pense qu'en fait, en Europe, on n'en a pas encore pris totalement conscience. Même si on sait qu'on est dépendant pour nos usages quotidiens, on ne connaît pas réellement notre dépendance aux infrastructures et l'implication que ça va avoir systématiquement derrière, en fait. Pourquoi? Parce que du coup, en étant extrêmement dépendant de ces acteurs-là, qui dépendent d'États très forts, qui ont des logiques protectionnistes et des vraies politiques industrielles, en étant dépendant en fait de ces acteurs-là, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le droit du numérique. Or, le droit du numérique, on voit bien à quel point en Europe, certes il est précieux, mais à quel point en fait il est très fragile aussi. Pour quelles raisons, par exemple, le droit du numérique européen cible autant les utilisateurs et la responsabilité individuelle? Parce qu'en fait c'est le plus facile à faire. C'est beaucoup plus facile d'attaquer l'utilisateur, enfin de contraindre l'utilisateur, de tenter de le contraindre, plutôt que d'essayer de changer le cycle de fabrication et de conception. C'est pas qu'ils n'y ont pas pensé, évidemment qu'ils savent qu'il faudrait changer le cycle de production industrielle, mais comment voulez-vous le faire quand vous n'avez pas d'acteurs industriels dominants sur le marché? Quand en fait, tous les objets que vous utilisez, enfin, la grande majorité des objets que vous utilisez, sont produits par des acteurs sur lesquels vous avez peu de portée. Et c'est là en fait où la maîtrise des technologies devient essentielle. C'est-à-dire ne pas être simplement consommateur et client des technologies, ne pas investir de l'argent public ou privé dans des technologies qui ne vous appartiennent pas, même sous prétexte que vous ayez les données. Ce n'est pas la question d'avoir en fait la propriété des données. Le problème, c'est la propriété de la technologie. Si vous n'êtes pas propriétaire de la technologie, vous ne pouvez pas prétendre à influencer le cycle de production industrielle, le cycle de fabrication. Voilà, je m'arrête pour le moment, on y reviendra. C'est déjà vertigineux de voir effectivement l'interdépendance assez forte de l'Europe finalement de tous les côtés. Vous avez aussi parlé du fait qu'il n'y a pas vraiment de vraie stratégie industrielle. Enfin, peut-être que ça va changer maintenant. Nous avons deux magnifiques législations en cours en Europe entre le Digital Markets Act, le DMA, et le DSA, Digital Signal Act, qui sont censés justement réguler un peu plus notamment les grands acteurs de l'industrie, notamment étrangère. Mais nous verrons du coup où ça aboutit, résultat dans quelques mois. Mais donc je vous ai vraiment vu beaucoup hocher la tête, Fabrice. Là justement on parlait un peu d'idée qu'on n'a pas de vraie stratégie industrielle. Ça veut aussi dire pas forcément assez d'investissement. Pour vous, c'est quoi un peu le rôle des investissements globalement
de ce qu'on devrait faire en fait pour avoir vraiment un numérique sobre aujourd'hui. Peut-être quels sont les investissements aujourd'hui et quels devraient-ils être? Déjà, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Com, à savoir que si on regarde le timing, la quantique, l'ADN, c'est pas le bon timing, hein. Et les industriels le disent eux-mêmes. Et puis de toute façon, le quantique, pour l'instant, ça existe, c'est vendu par IBM, et c'est fait, comme ils disent eux-mêmes, pour accélérer Internet. Donc, bon, c'est pas fait pour économiser de l'énergie, hein. C'est le premier point. Deuxième point, sur les études, là où je suis pas trop d'accord, c'est avant le shift, on savait pas trop. Il y avait beaucoup d'études déjà. Moi, j'en ai retrouvé de la fin des années 90 qui déjà donnaient des ordres de grandeur assez convaincants sur la consommation du numérique. Il suffisait d'extrapoler pour voir jusqu'où ça menait. Sachant que les gains en efficacité énergétique qui ont été souvent mentionnés, effectivement, un ordinateur aujourd'hui, ça consomme 10 milliards de fois moins d'énergie pour faire une information que le premier ordinateur en 1945. Donc il y a assez peu de secteurs qui ont connu des gains d'efficacité énergétique aussi spectaculaires. Il n'empêche que, 1, la tendance générale des gains en efficacité énergétique est très régulière depuis 70 ans. Donc il faudrait expliquer pourquoi ça s'accélérerait. 2, il y a une limite absolue en physique qui s'appelle la barrière de Landauer, dont les fabricants des semi-conducteurs nous avertissent déjà qu'elle n'est pas si loin. C'est un premier point. Deuxième point, que pour gagner ces gains en efficacité énergétique, il faut toujours plus de métaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça consomme de plus en plus de métaux. C'est pour essayer de consommer moins d'énergie. Donc on consomme de plus en plus d'énergie par puce pour consommer moins d'énergie dans l'appareil. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'enrayer, en fait, hein. Et puis, c'est pas le bon timing, c'est-à-dire que voilà, le temps de remplacer toute l'informatique dominante, enfin, qu'on a autour de nous, ça prendra un certain temps. Et donc voilà, c'est pas le bon sujet. Donc dans quoi faut-il investir? Effectivement. Alors moi, j'ai pas la réponse là toute faite. Ce que je sais, c'est que le IT for Green, le débat existe aussi déjà. On l'a traité en 2008-2009. Il y avait déjà tous les arguments. Il y avait une boîte d'ACV qui prenait 75% de part de marché à l'époque au niveau européen, qui a fait un excellent rapport en 2008 sur est-ce que le numérique c'est bon pour la planète, et qui répondait sur, on va dire, 19 cas sur 20 mis en avant par les industriels, qu'on ne pouvait conclure qu'en regardant la direction générale des politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce que la visioconférence, est-ce que c'est bon pour la planète? Ça dépend. Si la visioconférence c'est fait pour, fabriquer quelques stars qui communiquent dans le monde entier et qui se déplacent aussi de plus en plus, hein, je vais très vite dans mon exemple, et ça va faire consommer plus. Si par contre c'est dans une dynamique générale de réduction des transports, ça peut éventuellement faire consommer moins. Donc tout ça, ça a déjà eu lieu en fait, cette discussion. Les chiffres étaient déjà là. La question c'est pourquoi ça a disparu. Je pense qu'il y a un problème de mise à l'agenda, effectivement. Donc je reviens à cette question-là. C'est la mise à l'agenda. Je ne sais pas si la loi va réussir, mais la mise à l'agenda dans l'espace public, pour moi, est le point crucial. Sinon, ça restera des discussions techniques qui risquent de s'éteindre un petit peu, qui n'auront donc pas d'influence sur les investissements. Parce que les investissements, ils vont être réorientés à partir du moment où il y a une pression de l'opinion publique. Hein, bon, j'étais obligé de dire un petit peu ça quand même en cadrage pour... Alors après, que peut faire l'Europe? Bon, je pense que c'est pas une question qui se pose que pour le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à la question climatique, je vous rappelle quand même que si ça se réchauffe d'un peu plus de ce qui est indiqué, hein, dans les scénarios du pire, il est possible qu'on ait des pics à plus de 50 degrés en France d'ici 30 ans. C'est pas complètement impossible. C'est pas du tout certain que le numérique résiste à ça, que les infrastructures numériques résistent à ça. C'est pas du tout certain d'ailleurs que le reste résiste réellement à ça non plus. Donc on est en train de... Donc si c'est pas la sobriété qui passe, j'ai envie de dire c'est la sobriété qui passera. Hein, c'est un peu ça, c'est la sobriété ou la sobriété. En fait, il n'y a pas d'autres possibilités aujourd'hui. Les études montrent qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc dans la sobriété, il faut voir ce qu'on peut faire. Et donc on retombe sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans la sobriété, qu'est-ce qu'on peut relocaliser. Alors peut-être relocaliser en Europe le même modèle qu'il y a ou à peu de choses près en Chine et aux États-Unis, voilà, c'est pas intéressant. Donc d'abord, que veut-on faire de la data, où veut-on numériser,
Sans doute faut-il dénumériser dans un certain nombre de domaines parce que la dépendance au numérique n'est pas soutenable, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas simplement un Janus. C'est pas on installe le numérique puis après ça dépend ce qu'on en fait. Non, une fois qu'il est installé, il s'impose. Hein, c'est ça le système socio-technique. Je peux poser mon téléphone, téléphoner si je veux ou pas. Par contre, si les impôts doivent être payés en ligne, je suis obligé. Donc c'est pas un Janus, c'est une obligation. C'est plus un outil. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc c'est quel type de mode de vie on veut collectivement, parce que c'est des choix collectifs. Tout ça, c'est pas que des choix individuels. Comment on le décide ? Déjà, moi j'ai envie de dire, et je vais m'arrêter là, pour le décider, déjà aujourd'hui, la décision, elle est profondément asymétrique. Elle est profondément asymétrique. Le marketing, comment ils font Apple pour arriver à vendre des produits, tout ça est théorisé, c'est accessible dans les bibliothèques. Il n'y a même pas besoin d'une loi pour forcer les entreprises à ouvrir les livres de compte. Hein. Comment on fait ? On cible un public, les fans d'Apple en premier. Apple dépense des millions, des centaines de millions pour les brosser dans le sens du poil chaque année. Ces gens-là vont acheter le dernier appareil qui sort, vont devenir les ambassadeurs de la marque, vont convaincre leur milieu proche de... Voilà, ça marche de minorité contre des majorités qui sont progressivement colonisées. Les écolos font pareil, mais pour autre chose. Fairphone fait la même chose, mais en étant tout petit. Donc la question, c'est quel est le réseau que la collectivité va pousser, que ce soit Strasbourg, que ce soit l'Europe, quel est le réseau socio-technique, le mode de vie qui va être poussé par toutes ces forces qui peuvent s'allier contre un destin qu'on ne veut pas, quoi. Pour moi, c'est ça la question. C'est une réponse de philosophe et pas d'économiste, je suis désolé. Il faut aussi la philosophie dans la décision publique. Mais justement, c'est comment on décide ça, finalement, comment on décide collectivement d'un destin qui est différent, c'est une vraie question. Je vais tourner vers vous, Com, pour ça, notamment. Là, vous allez devoir résoudre cette complexe énigme. Non, mais vous avez été actif, notamment dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Qui a notamment abouti à des recommandations ambitieuses en termes de numérique durable. Donc peut-être comment est-ce que cette expérience a permis un petit peu à des personnes qui n'étaient pas nécessairement particulièrement très amiches ou très Khmer vert à la base, de parvenir à un tel degré d'ambition? C'est assez simple. En fait, quand vous mettez des informations un peu rationnelles à jour aux personnes et que vous leur laissez le temps de se faire une opinion dessus, et que cette information est au maximum contradictoire, ce qui était le cas dans la Convention citoyenne pour le climat, finalement, on a résulté une position très très claire. Donc moi, je me souviens surtout de la position sur la 5G. Ils ont voté à 98%, pas contre, ça aurait été absurde, mais pour un moratoire, le temps justement que ces études de quantification des impacts sanitaires et environnementaux sortent. Donc voilà, l'information rationnelle a évidemment une place très forte. Mais après, j'aimerais bien rebondir sur la question dans quoi il faut investir. Est-ce qu'il faut investir uniquement dans des études prospectives, avoir de l'information de meilleure qualité, sur produire de la donnée sur les analyses de cycle de vie, etc. Je pense que là aussi, ça suffira absolument pas. Et qu'il y a un gros sujet qui commence à émerger, dans lequel moi je commence à travailler personnellement, c'est tout ce qui est la production culturelle, le cinéma pour faire simple. Récemment, il y a deux chercheurs, Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, qui ont écrit un livre qui s'appelle L'événement anthropocène, et ils écrivent quelque chose de passionnant. C'est que les accords de Bloomberg, qui ont en fait ouvert le cinéma français aux productions américaines, a été déterminant pour l'absorption du plan Marshall, en gros, pour adopter le mode de consommation américain basé sur la voiture, les banlieues pavillonnaires, etc. Et que cette transition, les 30 glorieux, cette consommation de masse et l'ensemble de la cohésion sociale presque déterminée par cette consommation de masse provenait en grande partie de cette ouverture au cinéma, enfin de cette transformation du cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, un des très très gros leviers qu'on pourrait investir pour faire une transition à court terme, c'est les productions culturelles. C'est d'ouvrir le cinéma massivement à des récits alternatifs qui soient un tantinet plus enjaillants que les séries collapsologistes style Effondrement, ou même Don't Look Up, voilà, où bon, c'est très bien pour comprendre un peu le système, mais globalement c'est absolument déprimant, et qu'on a besoin juste d'avoir des productions un peu plus engageantes. Alors le film un peu qui illustre bien ça, c'est Demain de Cyril Dion. Alors il y a un côté un peu fleur bleue qui peut agacer les gens pas encore convaincus,
Mais ça, il faudrait le massifier, ce genre de production, pour que justement on transite plus facilement vers un imaginaire qui fasse que, globalement, en fait, la 5G, c'est pas qu'on serait pour ou contre, mais c'est qu'on s'en foutrait, quoi. Ce serait pas le sujet, tout comme aujourd'hui, on se fout des koalas dans les forêts primaires. On s'en fout parce que c'est pas notre sujet et que l'iPhone 12 est quand même beaucoup plus sexy. Et je le dis, enfin, moi-même, c'est mon cas. C'est vrai que quand je suis dans une boutique de téléphone, ce serait tartuffe que de dire que je suis pas fasciné par ça. Mais si je suis fasciné, c'est pour une raison précise, c'est que j'ai un logiciel dans la tête qui me montre que cette technologie est désirable. Parce que j'ai vu des tas de films, de blockbusters, de James Bond et compagnie, qui me montrent que la tech, c'est super. Donc voilà, le levier culturel, investir à peu près au même niveau que le levier rationnel et quantitatif. On va pouvoir commencer à faire des films ensemble, du coup, c'est parfait. Non, du coup, je rebondis là-dessus avec Caroline. Vous avez également justement mis au point une consultation, notamment sur la 5G au niveau de Strasbourg. Un peu, quel a été le résultat? Un peu similairement, est-ce que du coup ça valait le coup, étant donné que la compétence était apparemment pas là non plus? Donc comment pour vous finalement ça a aidé aussi à faire changer les choses, et comment vous voulez un peu utiliser les leviers que vous avez au niveau local pour parvenir justement un peu à ce changement de paradigme? Alors finalement, on en est encore qu'au début, hein, parce que c'est compliqué à organiser, c'est compliqué à mettre en œuvre, il faut le dire. Le débat public, c'est quelque chose qui est vraiment technique. Il y a des avis différents des spécialistes en matière de démocratie locale sur la manière de conduire des conférences citoyennes et un débat public. Donc ça n'a rien en fait de simple. La consultation de la population, c'est un besoin. Mais de quelle manière, pour parvenir à quoi, comment, en investissant combien, c'est pas forcément, les réponses sont pas évidentes. Mais on doit pouvoir y venir. C'était notre objectif de co-construction en fait des politiques publiques. Mais lorsqu'il s'agit de politiques publiques sur des sujets qui sont aussi techniques, ça demande quasiment des citoyens experts. Et on l'a vu, la conférence sur le climat, ça demandait quand même, il y a eu tout un préalable d'informations dispensées, de montée en compétences des participantes et participants. Et tout le monde n'a pas envie en fait de passer autant de temps à se former. Et globalement, je crois qu'on dit à peu près la même chose, c'est qu'on a beaucoup de retard en matière d'éducation populaire au numérique. Et donc aujourd'hui, pour s'adresser à tout le monde, il faut avoir des prérequis et donc on a eu certaines personnes qui ne sont plus venues aux ateliers en disant ouais mais enfin moi je veux donner mon avis, j'ai pas forcément envie de passer des heures et des heures à lire vos ressources, à discuter avec à échanger avec des experts. Moi je veux juste donner mon avis. Donc il faut entendre aussi les différentes la maturité des personnes vis-à-vis des sujets qu'on aborde. Voilà. Donc ça il faut l'entendre. Et après il y a aussi des personnes qui nous ont dit mais on a voté pour vous. Donc c'est une délégation qu'on vous a donnée. Donc c'est à vous de décider maintenant. C'est vous les décideurs publics. Donc, alors que nous, on était... je suis issue d'une liste où il y avait 60% de citoyens et citoyennes, et donc de gens qui n'étaient pas dans des partis. Et après, on avait effectivement EELV, Place Publique, Génération, PCF, voilà. Mais on avait 60% de personnes et moi j'en suis, qui sont citoyens, citoyennes. Et lorsqu'on vous dit, mais c'est vous qui êtes décideurs maintenant, enfin décidez, on vous a donné mandat pour ça. Ah oui, mais on a dit qu'on allait co-construire la politique publique avec vous. Donc où est-ce qu'on place le curseur? Donc tout ça pour dire que cette conférence citoyenne, on l'a fait très rapidement et pas avec la commission du débat public parce qu'il fallait qu'on aille extrêmement vite puisque les blocs de fréquences étaient vendus. Les opérateurs nous disaient voilà les antennes qu'on veut implanter et donc on a négocié des temps d'attente avec les opérateurs pour qu'on puisse mener à bien la conférence citoyenne et qu'on ait un cahier de préconisation. Et donc ce cahier de préconisation, il y a certaines choses qui sont qu'on met en place aujourd'hui. On a signé cette semaine la charte des antennes relais. Et on a les bailleurs sociaux, on a les opérateurs, on a les élus, on a un collège citoyen. On a dans des instances. Et on passe en revue l'implantation de toutes les antennes et on met en ligne, on met sur notre site numérique responsable la cartographie avec l'implantation des antennes, les dossiers d'information en mairie qui ont été déposés par les opérateurs et qui contiennent toutes les données techniques. Et on a fait aussi une carte de simulation des champs électromagnétiques de manière à ce que, où que vous habitiez dans l'Eurométropole, vous puissiez voir quelle est la mesure en fait et l'exposition qui est la vôtre là où vous habitez. Donc ça, c'était une demande forte des personnes qui ont participé d'avoir une information qui soit complète avec des sources croisées. Donc on a des
capteurs en continu. On a aussi des mesures dans les écoles. Voilà, on essaye vraiment d'avoir plusieurs sources. Mais on a aussi d'autres demandes. Il faut parler des écueils. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est d'avoir une sorte de trame bleue. Ils ont appelé ça une trame bleue, c'est-à-dire qu'on puisse déambuler dans des parcs à Strasbourg sans être exposé au champ électromagnétique. C'est pas possible. On n'y arrive pas. Et les opérateurs nous ont dit, mais nous, c'est une obligation. C'est écrit dans le code des postes et télécommunications, on doit avoir un niveau de service partout sur le territoire. Donc vous ne pouvez pas nous demander de ne pas respecter la loi. Ah bah oui. Donc voilà, il y a effectivement des choses sur lesquelles on peut agir, d'autres pas. Mais on va avoir un choix important à faire, qui est celui justement du data center, de la collectivité pour le renouveler. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Ophélie tout à l'heure, et merci d'avoir rappelé à quel point c'est tout à fait concret. C'est des gros tuyaux sous la mer, sous les océans. Et je voudrais témoigner du fait que, en participant au sommet numérique de l'Association internationale des maires francophones, j'ai parlé avec beaucoup de maires de pays africains qui disaient avoir cédé, il y a quelques années déjà, aux offres de cloud. C'est-à-dire que pour héberger les données de leur territoire, ils avaient souscrit à une offre cloud. Et donc, c'est le principe du cloud, hein, c'est par sécurité, on ne sait pas où sont hébergées les données. C'est éclaté voilà, sur la grille, donc on ne sait pas où c'est. Et pour revenir en arrière et réinternaliser cette compétence, ça demandait des moyens, ça demandait des investissements, donc de l'investissement et plus du fonctionnement, et que c'était compliqué pour eux. Et donc je dis ah bah oui. Et en fait, en avançant dans le temps, je me suis rendu compte que c'était la même chose en France. C'est-à-dire que dans l'association Ville Internet, il y a beaucoup de collectivités, des petites collectivités qui disent nous pareil, on a souscrit une offre cloud parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un data center. Et donc là aujourd'hui, quand à l'Eurométropole de Strasbourg, il va falloir qu'on décide d'investir 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 millions ou plus dans un data center en fonction du niveau de respect de l'environnement qu'on va décider, c'est compliqué de faire. C'est des choix qui sont compliqués à arbitrer. Et donc, est-ce qu'on demande aux citoyens aussi un avis dessus ou pas? Où est-ce qu'on met le curseur de la démocratie locale en matière de construction de la feuille de route numérique? C'est pas facile. C'est effectivement des décisions qui sont à prendre et qui supposent quand même d'avoir aussi une bonne connaissance de la réalité. Finalement, si on veut investir dans un data center, on veut savoir combien il consomme et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Peut-être, Lise, tout à l'heure, vous avez commencé justement à parler un peu des questions des données et du fait que maintenant, un peu la loi française permet de recueillir les données au niveau de l'ARCEP des constructeurs, des entreprises, etc. Peut-être quel est aujourd'hui un peu le niveau de connaissance, d'accès à la donnée sur l'impact environnemental du numérique qu'on a. On a quelques études, mais finalement, est-ce que c'est possible de le systématiser? Est-ce qu'on a suffisamment accès à la donnée? Est-ce qu'elle est uniformisée? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Si on commence à faire ça au niveau France, qu'est-ce que ça veut dire au niveau européen? Voilà, un peu finalement, quel est l'enjeu de la donnée dans tout ça? L'enjeu de la donnée, c'est l'enjeu de la mesure et de l'analyse. C'est la donnée qui va permettre de faire des études d'impact, c'est la donnée qui va permettre de faire des analyses de cycle de vie multicritères. Donc c'est la donnée qui va permettre d'avoir une vue objective sur l'impact environnemental d'un service numérique, d'un objet connecté, d'une infrastructure, d'une organisation, etc. Donc c'est quand même un élément clé dans toute politique ou stratégie numérique durable ou responsable, quel que soit le nom qu'on lui donne. Aujourd'hui, le cadre réglementaire ne prévoit pas de contraintes spécifiques à la charge des organisations privées pour fournir ces données, des indicateurs quels qu'ils soient. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Et c'est l'intérêt, maintenant il y en a, c'est l'intérêt de cette fameuse loi REEN 2, la loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'ARCEP. C'est l'intérêt de cette loi de prévoir comme ça, de commencer à prévoir les échanges d'infos et de données et un premier dialogue entre l'ARCEP et certaines entreprises au sujet de cette fameuse collecte de données. Alors, cette loi, elle va dans le bon sens. Tout le monde n'est pas encore dans le périmètre de la loi. Il manque certains opérateurs, notamment le cloud. Et ça, les opérateurs de cloud, c'est le business model même, comme vous le disiez à l'instant,
du cloud, que tout se fasse en back-office chez le prestataire et que le client n'ait pas connaissance des modalités pratiques et matérielles du traitement de l'info. Donc, on n'a pas l'info sur où sont logées les données, quels sont les data centers, etc. On n'a pas l'info. Donc, on ne sait même pas quelles informations demander, puisqu'on connaît pas, enfin, on n'est pas capable de cartographier l'infrastructure qui existe derrière le service. Donc ça, c'est un sujet assez central qui viendra au fur et à mesure, mais qui n'est pas encore intégré à la loi. Et par ailleurs, la loi prévoit la collecte de données environnementales pertinentes, mais elle ne nous dit pas lesquelles, encore une fois. C'est normal que la loi ne prévoit pas tout dans le détail. Elle n'est pas là pour faire du micromanagement, comme on dit sur LinkedIn. Mais c'est vrai qu'on a un cadre général. Il va falloir suivre comment cette loi sera mise en œuvre et quel type de données on va demander. Juste pour vous donner un exemple très rapide, je ne suis pas technicienne, moi. Hein. Je viens parler au nom du collectif Green IT aujourd'hui parce que, en tant que juriste, j'ai participé au plaidoyer sur la loi Rennes, sur la loi climat aussi. Je ne suis pas technicienne, mais pour vous donner un exemple sur ce que j'ai compris de la technique, on peut avoir un opérateur de data center qui vous dit « Regardez, je suis neutre en carbone, je fais tout pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, c'est formidable, etc. » Ok. Sauf que ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a transféré son système de refroidissement qui autrefois était géré avec de l'électricité sur un système qui utilise de l'eau. Et il ne vous donne pas l'indicateur eau. Donc en fait, vous n'avez absolument pas l'info qui vous permet de savoir quel est l'impact global du service. Et ça, c'est typiquement le genre d'infos dont on a besoin pour évaluer un service dans son ensemble. Pour l'instant, vraiment des données éparses, et donc il faudrait quand même préciser un peu comment est-ce qu'on collecte tout ça pour avoir l'information finalement et prendre des bonnes décisions. Je reviens un peu du coup sur la dimension un peu géopolitique de tout ça au niveau de donc les data centers, les données, est-ce qu'on a un peu connaissance de où ils sont? Est-ce que déjà c'est une chose, vous avez un peu mentionné au niveau des réseaux qu'on avait un peu connaissance quand même de où on était reliés, mais finalement comment ça se passe un peu, notamment au niveau des data centers, c'est quand même un sujet qui est très très peu connu. Peut-être du coup un peu filer sur l'idée de comment est-ce qu'on peut avoir une sorte d'autonomie un peu stratégique qui puisse rimer avec durabilité, parce que bon, être autonome c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait ça aussi en étant un peu durable? Et si jamais vous voulez dire un mot également sur l'histoire des semi-conducteurs, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder ça parce que c'est sorti hier, mais voilà. Ok. Alors déjà sur la régionalisation des centres de données, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une connaissance de la localisation quand même d'une bonne partie des centres de données, tout simplement parce que, en tout cas pour les entreprises américaines, tout simplement parce que ces entreprises-là publient en fait sur leur site des cartographies des data centers pour convaincre en fait, notamment en Europe, du fait qu'ils ont quand même des data centers localisés en Europe. En fait, c'est une réponse claire au droit du numérique européen. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est sécure, hein, parce qu'en réalité, il faut toujours avoir en tête qu'une infrastructure de cloud est reliée au produit cœur, qui lui est très 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 généralement hébergé aux États-Unis. Au niveau de la proportion des centres de données au niveau mondial, on va avoir des plateformes comme CloudSyn par exemple, c'est pas la seule mais c'en est une, qui va grosso modo vous dire que 30% de la totalité des data centers sont localisés aux États-Unis, avec une forte proportion dans les régions de New York et Virginie en fait, pour plein de raisons différentes. Et notamment l'accès notamment aux câbles justement transatlantiques. C'est-à-dire que plus vous êtes près des câbles, plus ça va vite en fait. Donc c'est assez intéressant d'être assez proche des câbles. Et puis parce que dans ces zones-là également, il y a certains avantages fiscaux et également la disponibilité d'une population d'ingénieurs. Donc ça, c'est pour la partie data center. Après, évidemment, on a des data centers partout dans le monde. Les entreprises européennes vous montrent aussi où sont leurs data centers. Ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les localisations de data centers, parce qu'il y en a certains, évidemment, qui sont gardés secrets pour des raisons stratégiques.
Par exemple, les data centers qui servent à l'armée américaine ne sont pas connus. Hein. Ils travaillent avec notamment Microsoft. Enfin, ils travaillent avec tous les géants numériques, mais Microsoft est quand même un très grand partenaire du DoD. Et donc, ceux-là ne sont pas connus, par exemple. Et puis, les serveurs miroirs, éventuellement, ne vont pas forcément toujours être connus. Mais grosso modo, on a une idée. Pour les entreprises chinoises, c'est volontaire. Ils ne vont pas cartographier. Huawei, ils ne cartographient pas particulièrement ces data centers. C'est un choix stratégique qu'on peut tout à fait comprendre, notamment, vu leur politique également, leur stratégie aussi assez protectionniste sur ces aspects-là. Donc quand même, on commence à avoir des idées de la régionalisation. Mais ce n'est pas vraiment le sujet pour le cloud. Par exemple, en France, vous avez la stratégie cloud de confiance. Je voudrais juste dire un mot quand même là-dessus. Le cloud de confiance, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire qu'en gros, on va faire en sorte que Thales ou par exemple, ça peut être Bleu, Capgemini, enfin des entreprises en gros dont les maisons mères ou en tout cas l'entreprise serait localisée en Europe, en fait, vont gérer eux-mêmes les data centers qui hébergeront par ailleurs la technologie des hyperscalers. Bon. Mais la technologie reste toujours américaine, c'est-à-dire qu'en gros, vous devenez juste un commerçant, un gestionnaire d'un produit américain. Et ça s'appelle le cloud de confiance. Et c'est ce qu'on promeut en France comme étant un enjeu de souveraineté numérique. C'est un très très mauvais choix stratégique, parce que comme on l'a vu jusqu'à présent, le problème c'est bien la propriété de la technologie pour avoir du poids dans les négociations, pour avoir du poids dans le cycle de fabrication. Sur ce cycle de fabrication, je reviens juste sur une chose qui a été dite tout à l'heure. Il ne s'agit pas de créer le même modèle d'ailleurs, puisqu'on sait bien que le modèle aujourd'hui dominant dans le numérique, que ce soit de la part des Chinois ou des Américains de manière générale, c'est justement le gigantisme. C'est toujours de faire les choses en gros. Même si les data centers fonctionnent à 60% uniquement, même si on fait des doublons de serveurs pour des questions commerciales en fait aussi, et moins de sécurité que de raisons commerciales parfois. Donc, et après cela, il y a aussi le côté, donc l'objet socio-technique, en effet, qui est que ce n'est pas l'utilisateur qui exige la performance, c'est bien l'industrie qui formate les utilisateurs à la performance. Je veux dire, quand j'avais 14-15 ans et que j'utilisais 3D Studio Max piraté sur mon ordinateur, je savais que pour faire un petit objet en 3 dimensions, il allait falloir que j'attende 3 heures, et je les attendais, quoi. Et pareil pour les connexions Internet à l'époque, voilà, on attendait. Et en fait, on avait cette habitude de l'attente qu'on n'a plus aujourd'hui parce que les produits vont très vite. Donc, en fait, tout ça montre l'importance de ces acteurs privés. Maintenant, quand on veut monter une stratégie, on pourrait se dire, OK, la stratégie semi-conducteur européenne, du coup, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va nous permettre de prendre le contrôle sur cet aspect-là. Alors oui, en effet, parce qu'on a besoin de ces éléments-là. Donc c'est important d'avoir une réserve européenne. On a déjà des entreprises en Europe qui font des semi-conducteurs. Malheureusement, par exemple, en France, on a Soitec, qui est une entreprise grenobloise. Je dis malheureusement, parce que récemment, ils ont eu énormément de problèmes. Et du coup, leur premier client aujourd'hui, c'est Google. Donc en fait, leur stabilité financière, ils vont dépendre de Google en fait, pour leur stabilité financière, ce qui est quand même assez dommage, puisqu'on parle d'une entreprise française pour le coup, et grenobloise, donc d'une région qui est quand même très tech à la base. Donc ça, c'est assez dommage. Mais surtout, je vais rappeler un épisode des années 80, à l'époque où on fabriquait des puces, beaucoup plus de puces en Europe. En fait, on fabriquait des puces à 6 pattes, par exemple, à l'époque, qui nous permettaient on pouvait créer des terminaux, on pouvait créer des ordinateurs français, européens, allemands, etc. Mais les Américains nous ont devancés sur les machines qui permettaient de fabriquer les puces. Et très rapidement, comme ils contrôlaient la technologie des machines qui fabriquaient les puces, ils ont pu créer des puces à 6 pattes, à 8 pattes, puis à 12 pattes, etc. Nous, on n'était pas capable de les faire parce qu'on n'avait pas accès à ces machines-là. On ne savait pas les fabriquer. Aujourd'hui, il se passe la même chose avec les semi-conducteurs. Ce sera la fin de ma parenthèse. Au niveau des semi-conducteurs, par exemple, si on regarde la Chine, ils ont exactement une stratégie d'autonomie sur les semi-conducteurs. Sauf que eux, quand ils ont commencé à faire ce plan il y a 2-3 ans, ils ont regardé la chaîne industrielle. Et ils se sont rendus compte, c'est assez facile à voir, que les machines lithographiques qui leur permettaient de faire des puces, et des puces performantes et innovantes, étaient américaines. Donc pourquoi être indépendant sur les semi-conducteurs si en même temps ils étaient dépendants des machines lithographiques américaines? Donc du coup,
dans les priorités stratégiques industrielles, ils ont mis les machines lithographiques. Et aujourd'hui, ils sont capables de fabriquer des machines lithographiques pour devancer l'innovation américaine. En Europe, pour le moment, on n'a pas cette logique-là. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir fabriquer des semi-conducteurs. Est-ce que les États-Unis ont intérêt à nous donner accès aux machines les plus performantes? On verra. Au mieux, on pourra faire des puces aussi performantes que les Américains. Mais est-ce qu'on pourra faire mieux? Pas tant qu'on n'aura pas la maîtrise des machines qui fabriquent les puces. Voilà. Donc en fait, ça montre bien, et c'est très important pour l'environnement, qu'il s'agit toujours de penser à la chaîne technique, à la chaîne des acteurs techniques, et évidemment à la chaîne des décideurs derrière. Je vais justement vous laisser répondre aussi, Fabrice, pour avoir un peu le temps de réponse. Vous êtes les premiers à parler. Juste aussi pour dire qu'on va ouvrir du coup un peu les questions à la fois dans la salle et en ligne. On a déjà quelques questions qui nous ont été posées. Donc peut-être récupérer le micro et préparer vos questions dans la salle. Et en ligne, n'hésitez pas à préciser les questions que vous avez sur le chat. Du coup, peut-être droit de réponse à Fabrice d'abord pour clore ce tour-là. C'était juste quelques remarques sur la question de la mesure, en fait. Hein. Je suis dans des cercles d'ingénieurs. Bon, moi, j'ai une formation d'ingénieur à l'origine aussi. Hein. Mais je vois qu'ils se passionnent beaucoup pour l'exactitude de la mesure. Et ils perdent les ordres de grandeur. Ce qu'il faut, c'est des mesures qui soient pertinentes pour les politiques publiques. Et non pas avoir 3 chiffres après la virgule sur le service X ou Y, ou ça, on l'aura jamais. Hein. Il n'y aura jamais assez de moyens pour mesurer tous les services qui existent. Et, voilà, donc faut se dire quel est l'indicateur en termes de mesure qui est pertinent en termes de régulation. En termes de régulation, c'est la donnée. Je reviens là-dessus, c'est l'octet. L'octet, il aura toujours un coût énergétique, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, un coût énergétique parce qu'il faut le déclencher, il faut le faire, il faut le fabriquer. Et il faut le fabriquer sur une machine. Donc il faut bien que la machine existe. Donc il y a l'aspect matériel aussi. Donc l'indicateur donné condense tout le reste en quelque sorte. Hein. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des chiffres plus précis pour dire que ce qu'il faut, c'est baisser la quantité de données qui transitent. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les mesures, elles doivent être agrégées pour des chiffres absolus. Quand on regarde la littérature sur disons, le Green IT, c'est-à-dire le verdissement du numérique, c'est à 90-95% des mesures relatives. Je donne juste un exemple. Hein. General Electric a publié un gros rapport sur le verdissement de General Electric grâce aux smart grids. Et donc, ils expliquent qu'avec la gestion numérique de l'énergie, ils vont pouvoir économiser tant d'énergie. Ok, très bien. Mais ça leur permet aussi de faire des économies financières. Ils sont très contents. Ils disent c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'écologie. Ils ne disent pas ce qu'ils font de l'argent qu'il y a en plus. Donc s'ils ne disent pas ce qu'ils font de l'argent qu'il y a en plus, qu'ils gagnent avec ça, on ne peut pas connaître le bilan global de la mesure. Tout aussi bien, ils gagnent, mettons, 1 milliard parce qu'ils ont économisé $1 milliard grâce au numérique sur la consommation d'énergie. Ce milliard, ils vont l'investir dans autre chose qui va consommer plus d'énergie encore que ce qu'ils ont économisé, et le bilan sera négatif. Donc il faut toujours revenir à des mesures absolues. C'est quoi le bilan global de l'opération, et pas, sinon on est dans l'efficacité et pas la sobriété. Vous voyez, et on confond facilement les deux, en fait. Hein, donc il faut faire très attention à ça. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que pendant qu'on discute, et je finis là-dessus, de comment mesurer, on était à 2% de gaz à effet de serre, et ça fait assez consensus en 2007. Aujourd'hui, on est quasiment à 4%. Et ça fait aussi assez consensus. Voilà, donc c'est juste... voilà, je raisonne là plutôt en tant que physicien. Le physicien, il utilise les chiffres, mais pour mesurer quelque chose qui a un sens en termes de décision. C'est pas des maths, quoi. Merci Thion pour cette précision. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des questions? Il y en a une derrière et ici. Et peut-être pendant ce temps, est-ce que je lis les questions en ligne également ou... Non, allez-y directement. Oui, c'est bon, on m'entend. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez vous lever? C'est plus facile après pour le... J'ai une question du coup sur la question un peu sociale et par rapport aux inégalités qu'il peut y avoir sur l'accès aux technologies. On parlait tout à l'heure de solutions comme la taxation des bandes passantes ou le fait d'avoir une certaine sobriété dans nos usages sur Internet, le fait de ne pas trop regarder des vidéos de chatons, des choses comme ça.
Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un modèle d'Internet à 2 vitesses? On le voit aujourd'hui, il y avait notamment des projets de loi qui avaient été évoqués pour rendre payant, enfin, l'accès au câble Internet qui soit limité et qui soit payant et qui puisse être utilisé que par ceux qui paieraient le plus. C'est-à-dire que quand on aurait des petits sites Internet ou des petits hébergeurs, on ne pourrait pas utiliser les câbles transatlantiques et du coup ça ferait qu'il n'y aurait que les GAFAM par exemple qui pourraient utiliser ça. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un Internet à 2 vitesses où en fait les plus pauvres n'auraient pas accès à la même information comme aujourd'hui, auraient accès à une information plus lente comme on le disait, peut-être comme il y a 10-15 ans, qui serait moins efficace et donc, qui créerait des problèmes d'inégalité. Et aussi on n'a pas parlé de la question, enfin j'aime pas trop qu'on en parle parce que c'est vrai qu'on le présente un peu trop comme un enjeu important, mais quand même la question des monnaies dématérialisées, du Bitcoin, ce genre de choses. Quand on parle de sobriété, quand on parle de faire des efforts, ce genre de choses, je crois, enfin j'ai déjà vu passer des sites, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que quelqu'un pourra me le dire, que ces monnaies dématérialisées, elles correspondent à l'équivalent de la production d'électricité du Mexique. Enfin je ne sais pas si c'est autant, mais en tout cas c'est quelque chose d'énorme. Donc quand on parle de sobriété, ce genre de choses, il faut peut-être aussi avoir ça en tête. Voilà, enfin, c'était un peu mes 2 points. Continue les questions. Oui, j'avais aussi quelques remarques et questions. Je vais faire rapide parce que je crois que Clovis a lancé des grands sujets qui mériteraient déjà sur la sobriété. Je voulais dire qu'effectivement, je suis ravie de l'entendre parce que pour moi, c'est la clé de voûte en fait et le démarrage. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis investie en politique. C'est sur le thème de la décroissance comme sobriété finalement choisie et de décrue d'utilisation des matériaux de façon choisie en se disant que sinon, de toute façon, ça allait être imposé et potentiellement avec un chaos qui va avec très, très dangereux pour nos sociétés et assez même angoissant, sans faire de collapsologie ou de d'éco-anxiété supplémentaire. Et du coup, ma question, c'était aussi, est-ce que au niveau pour freiner tout ça, on en parlait en fait, ces grands groupes ont une force financière tellement énorme qu'on a toujours du retard en tant que politique publique. Et donc, un des premiers leviers très simples, entre guillemets, pour freiner, c'est déjà freiner la publicité et finalement toute l'envie qu'il peut y avoir le fait d'acheter un nouveau produit et tout le marketing qui va avec. Et donc, c'était est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau européen des normes pour interdire ou du moins complètement freiner tout le marketing autour du nouvel iPhone qui finalement ne va rien apporter de social et d'écologique ou sur tout ce qui pourrait être destructeur. Voilà, on voit bien que rien que pour... par rapport à ce qu'avait proposé la Convention citoyenne pour le climat au niveau de la publicité, la loi qui est passée est beaucoup moins forte. Et du coup, est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait aller plus loin pour soutenir ça et peut-être au niveau européen du coup. J'avais plein d'autres remarques, notamment sur Huawei, qui s'installe à Brumat, donc pas très loin de Strasbourg, et qui fait grincer des dents même des personnes qui ne sont pas spécialement écologistes, mais parce que déjà c'est un bassin d'emploi qui n'arrive pas à recruter, et donc ils vont arriver une nouvelle entreprise en se disant mais ils vont aller finalement faire de la concurrence pour recruter, parce que c'est une question de souveraineté. Voilà, et je trouve que ce sujet, c'est un exemple type, et finalement qui permet de réunir beaucoup de personnes qui sont assez éloignées, sinon de la politique et de l'écologie. Et par cet exemple concret, on peut les faire venir à une vision plus globale finalement du numérique et de la sobriété. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend éventuellement encore les 2 questions en ligne? Il me semble qu'il y en a au moins 2. Exactement, on a 2 questions en ligne. Ouais. Je vais vous les lire. Une de Noémie, qui demande notamment à Ophélie Coelho, comment peut-on récupérer un contrôle sur les serveurs et les infrastructures numériques, et est-ce que ce serait mieux pour l'écologie? Et une question de Charlotte, qui pourrait à laquelle tout le monde pourrait répondre. Pensez-vous que créer des géants du numérique européen peut nous aider à développer un modèle numérique plus sobre? Justement, bon, c'était la formulation. Merci beaucoup. C'est beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez un peu y répondre globalement? Est-ce que je vous redistribue les... Alors du coup, première question sur l'Internet à 2 vitesses notamment. Juste celle-là, parce que c'est un aspect qu'on a abordé dans notre étude, en fait. L'adoption en fait, d'Internet est assez différenciée suivant les CSP. Enfin, d'Internet et du numérique est assez différenciée. Et
le GSM, par exemple, est adopté assez vite par les classes populaires parce que c'est en substitution du téléphone fixe. C'est moins cher que le téléphone fixe. Et donc, très vite, les classes populaires ont le GSM à la place du fixe, alors que les classes supérieures ont le fixe et le GSM. Donc, c'est pareil pour le smartphone. D'ailleurs, vous pouvez faire l'essai un peu n'importe où. Les gens, enfin ceux qui ont un smartphone et qui n'ont pas d'argent, n'ont pas d'ordinateur. Le smartphone a été adopté assez vite par les classes populaires parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se payer l'ordinateur que les classes supérieures possédaient déjà depuis un petit moment. En fait, donc il y a une norme de consommation comme ça qui est tirée par les classes supérieures que les classes populaires essayent de suivre péniblement pour rester inclus dans la société. Donc effectivement, suivant ce qu'on va cibler, ça peut créer un Internet à 2 vitesses. Alors c'est déjà, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est déjà à 2 vitesses en fait. Hein. Il y a ceux qui profitent d'un grand nombre de services et de manière très fluide parce qu'ils ont les derniers logiciels, ils ont la tablette, le smartphone, l'ordinateur, 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, enfin ils sont multi-équipés. Puis il y a celui qui a son téléphone d'occasion à moitié cassé et qui marche quand il veut. Et voilà, et qu'il n'y a que ça en fait. Hein. Et nous on a des étudiants comme ça, dans ce cas-là. Les étudiants, ils n'ont que leur smartphone et quand on leur dit regardez le distanciel, ça s'est bien vu pendant le Covid, c'est regarder sur leur tout petit téléphone. C'est ça la réalité. Donc ça existe déjà. En même temps, quand on regarde dans les indicateurs de pauvreté aujourd'hui, quand on demande aux gens de quoi vous avez, les pauvres, de quoi vous avez le plus besoin, qu'est-ce qui vous manque le plus, le numérique vient en dernier. C'est remarquable hein, quand même. C'est-à-dire que les besoins numériques de base sont couverts, largement couverts, mieux que les besoins alimentaires de base ou les besoins de chauffage de base. En tout cas, c'est ce qui est ressenti par la population. Hein. C'est un sondage de Secours Populaire. Donc la fracture numérique, elle existe toujours, mais bon, elle a changé. Alors si on veut aller vers plus de sobriété, quand on regarde les sondages de l'ADEME depuis 2006 sur la perception du changement climatique, moi je passe tout le temps ça aux étudiants. On dit qu'est-ce qui vous empêche un changement radical de mode de vie vers la sobriété? Est-ce que c'est parce que c'est radical? 10% disent que oui. Est-ce que c'est parce que ça va être désagréable? 10% disent que oui. En fait, la raison principale à 50% qui ferait que les gens accepteraient un changement radical, c'est qu'il soit équitable. C'est loin, loin, loin devant la deuxième réponse. C'est 50 et après la deuxième, c'est 10%. Donc c'est l'équité, le paramètre clé. L'équité qui est absent du Green New Deal. C'est un paramètre qui est complètement absent du Green New Deal. Tout le monde va devenir vert, mais en fonction de sa CSP. En haut, il y aura les Porsche vertes, et en bas, il y aura les Logan vertes, d'une certaine manière. Hein. Donc la question de l'équité, effectivement, est absolument centrale. Et en matière d'équité, il faut trancher. Donc soit on privilégie, disons, un nivellement du haut, en les tirant vers le bas, et bon, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Soit d'autres positions vont penser que non, il faut empêcher les pauvres de regarder les chatons. En gros. Hein. Mais oui, il y a un enjeu politique, de positionnement politique, en termes de politique publique, tout simplement. Hein. C'est un peu soit l'un, soit l'autre. Enfin, il n'y a pas de position neutre. On peut saupoudrer un peu partout une position centriste, hein, si on veut, mais voilà, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Et donc l'Internet à 2 vitesses, ça a été évoqué. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier les ambulances et les circuits et les voies de bus sur Internet, de transport en commun, plutôt que les Porsche et les Bugatti? Enfin, effectivement, il y a une question de cet ordre-là. Donc, après, c'est plus compliqué que pour les voitures. Je prends des exemples automobiles, hein, mais on peut se dire aussi que ceux qui achètent des téléphones 5K, 8K, 5G, là, les derniers Samsung, c'est l'équivalent des Porsche qui vont encombrer la bande passante et qu'ils doivent être bridés comme on bride les motos, les mobylettes et comme on devrait brider aussi les voitures. Donc voilà, c'est quelques idées. Hein. Merci beaucoup. Du coup, c'est une question sur la crypto-monnaie. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à celle-ci? D'accord. En fait, je vais répondre aux 2 questions, à plusieurs questions, essayant d'être assez brève. Déjà, sur la question des 2 vitesses, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Fabrice. Néanmoins, à mon sens, en fait, là où ça va vraiment se percevoir, c'est justement au moment où on n'aura plus le choix.
C'est-à-dire, tout à l'heure, vous parliez des 50 degrés en Europe, 50 degrés de température. Est-ce que les infrastructures ou les centres de données seront encore viables à cette température? Bon, il y a tout à parier que ça deviendra extrêmement compliqué de les refroidir, même dans les pays du Nord ou dans le golfe de Finlande. Ça va devenir très compliqué. Donc, il va y avoir à un moment donné de nouvelles inégalités qui vont se créer autour de l'accès aux technologies. Assez fatalement, en fait. Entre ceux qui vont être réduits en quelque sorte à la low-tech et peut-être à l'avenir des logiciels libres ou aux services publics à moindre coût si on continue vraiment comme on est en train de le faire, et puis ceux qui auront accès à un service de haute qualité, incluant des services de santé et des technologies de santé de haute qualité, un suivi journalier de haute qualité, puisqu'en fait ces technologies-là vont continuer à s'améliorer en fait. Donc, mais simplement, elles ne seront plus pour la masse de population, mais seulement dédiées à ceux qui pourront payer. Donc, aux inégalités sociales qu'on voit déjà s'augmenter au fur et à mesure, va s'ajouter des inégalités d'accès aux technologies. C'est très clair. Sur le Bitcoin, oui, en effet, c'est une technologie qui est extrêmement énergivore et qui, en plus de ça, ne profite qu'à une minorité d'individus sur la planète. Donc, clairement, c'est un très mauvais calcul. Et il est très pernicieux de considérer le Bitcoin comme étant positif pour l'environnement, comme certains essayent de le démontrer. Ensuite, il y a quand même deux questions sur lesquelles je veux intervenir parce que ça me semble assez proche de mes problématiques. Celle sur le contrôle sur les data centers, reprendre le contrôle sur les data centers, et celle sur les géants du numérique européen qui, à mon sens, sont un peu une même question, finalement. Reprendre le contrôle sur les data centers, il faut quand même savoir qu'on a des entreprises spécialisées dans les centres de données en Europe. Elles ne sont pas inexistantes, c'est juste qu'on n'en entend pas parler. Ils essayent de se faire entendre, ils ne sont pas toujours très très bons en communication, mais surtout ils ne sont pas du tout soutenus par leurs États et pas très soutenus franchement par l'Europe, soyons très clairs. Donc en fait, reprendre le contrôle sur les data centers, ce serait déjà encourager, investir dans ces entreprises-là qui existent, les aider à s'améliorer, et non plus être des clients mais des accompagnateurs, être des partenaires de ces spécialistes des data centers et de ces spécialistes du cloud. On a du cloud européen, on a des entreprises de très bonne qualité. Regardez un petit peu ce que fait Scaleway en France. Je ne parle pas d'OVH, mais voilà. On peut parler d'autres entreprises en Europe également. Et il faut créer de nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le modèle de cloud n'est pas viable pour notre avenir environnemental, eh bien, il faut créer de nouveaux modèles. Et franchement, quoi de mieux que les pays européens pour penser le modèle de demain, au final? Pour plein de raisons différentes, mais parce que notamment, nous avons une réflexion qui date déjà pas mal sur ce sujet-là, et qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on passe à l'action. Et donc, ça rejoint aussi la thématique de est-ce qu'il nous faut des géants du numérique européen? Alors, depuis très longtemps, on a cette idée en Europe qu'il va forcément falloir des géants. Il va nous falloir des multinationales pour se battre contre des multinationales. On a fait l'erreur en France quand on a voulu créer des clouds souverains et qu'on a confié ça, par exemple, à Orange ou à Thales. Et bon, on a vu le résultat. Basé sur uniquement la quête du profit, pour des entreprises qui à l'époque n'étaient pas du tout spécialisées dans le cloud. Aujourd'hui, elles le sont un petit peu. Un peu. Mais ils ne sont pas spécialistes du cloud en réalité. Le problème du géant, c'est quoi? On va reprendre la thématique de la territorialisation des ressources. Un data center qui consomme l'eau du territoire. On a des exemples assez similaires dans d'autres industries. Prenons Nestlé Waters. Nestlé Waters est une entreprise européenne. Alors on pourrait se dire, bon, c'est une entreprise européenne, tout va bien. Sauf que Nestlé Waters est en train d'assécher les nappes phréatiques dans les Vosges. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les réguler? Parce qu'en fait, ils sont extrêmement puissants. C'est une multinationale. Ce sont des géants. Donc en fait, le modèle du géant est un risque pour la société, en réalité. Le fait d'avoir des monopoles, comme ça, peu importe l'industrie, est un risque pour la société. Donc il faut en fait que les États prennent leurs responsabilités, soient plus volontaires, mais il faut aussi avoir à l'idée qu'il faut éviter des monopoles, il faut éviter des géants. Ce qui est bien en Europe, en fait, le point positif dans tout ça, c'est qu'on a un maillage de PME, mais hallucinant. C'est-à-dire que contrairement aux Américains qui, lors de la bulle Internet, ont en gros évacué toutes les PME et n'ont laissé que quelques survivants qui ont bouffé tous les autres, nous, en fait, en Europe, on a encore beaucoup de PME un peu partout. De qualité variable, avec des services plus ou moins bons. Ok, d'accord. Donc il y aura forcément des PME qui vont mourir à un moment donné. Mais malgré tout, on en a plein en fait. Sauf qu'on les accompagne pas du tout, on les laisse vivoter, vraiment.
Donc, moi, si j'avais quelque chose à pousser là-dedans, il y aurait d'avoir une logique beaucoup plus territoriale, pour plein de raisons différentes, notamment parce que technologiquement et environnementalement, on a tout intérêt à avoir une logique plus territoriale, et au niveau de l'Europe, parce qu'on a plein d'acteurs européens qui travaillent, mais vraiment magnifiquement. Je veux dire, pensons à Fairphone, je reviens là-dessus par rapport à Fairphone. La version 1 et 2 de Fairphone n'était pas forcément des plus viables, mais la 3 et la 4, honnêtement, voilà, pratiquement tout fonctionne dessus. On a également Gigaset en Allemagne pour les portables. On va avoir Arcos également en France, qui essaye de créer, non pas comme Fairphone, c'est un autre modèle, mais sur la durabilité, ils essayent de créer des mobiles solides, on va dire, d'une certaine manière. Donc en fait, poussons quelque part, plutôt que d'avoir des géants, un maillage de PME viables, qu'on encourage, dans lesquels on investit. Et une dernière chose, à côté de ça, il faut que l'État garde une responsabilité sur certaines infrastructures stratégiques, évidemment. Il faut que l'État reprenne, quelque part, un rôle d'ingénieur de temps en temps, un rôle de technicien, avoir une casquette technique sur des sujets stratégiques, comme la santé, la sécurité, et pourquoi pas, aussi les sujets démocratiques. J'ai une question pour vous aussi, Caroline, en ligne, de Deur qui demande quel est l'impact du numérique sur notre organisation sociale, comment éviter que nous nous fassions déposséder de nos prérogatives démocratiques. C'est effectivement, c'est effectivement tout l'enjeu, au terme des débats qu'on a ce matin, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais l'accès à Internet peut être considéré comme un droit fondamental, dans la mesure où aujourd'hui, pour avoir un plein accès au droit, un plein accès à l'information, pour avoir l'intégralité de sa capacité de liberté d'expression, il faut pouvoir avoir accès à Internet. Et donc, à contrario, quand on met ça au prisme d'un Internet à deux vitesses, enfin en tout cas de services numériques à deux vitesses, quand on met en lumière les questions difficiles d'inégalité et d'inéquité face aux ressources et aux services numériques, on peut en arriver à se demander s'il ne va pas avoir une modification des équilibres démocratiques uniquement en lien avec notre sujet de la matinée. Et c'est la question que vous posiez tout à l'heure, de se dire, mais dans la mesure où on limite l'accès aux services numériques, aux solutions numériques, l'accès à Internet pour des raisons notamment écologiques, est-ce que c'est pas une manière, et certains pays le font, on l'a évoqué, est-ce que c'est pas une manière de limiter la liberté d'expression et donc de priver une partie des citoyens de leur possibilité de s'exprimer, même si on estime que le fait de regarder des chatons n'est pas forcément constitutif d'une liberté d'expression, et pour autant d'aucuns vont dire que si, et notamment ça a été un sujet au moment des printemps arabes, et il y a un article qui est très intéressant sur justement la manière dont le fait de regarder des vidéos de chatons a encouragé dans une certaine mesure l'expression sur les réseaux sociaux qui a conduit à un soulèvement. Enfin, voilà, je n'ai plus la référence de l'article, j'arrive pas à le retrouver de tête, mais je le fournirai aux intéressés. Ce que je voulais apporter comme élément pour conclure, parce que j'ai été très sensible à la question des géants du numérique que vous évoquiez à l'instant, et aussi à la question de l'inclusion, et les deux finalement sont liés. Les géants du numérique, c'est vrai, ça pose problème, et le rapport de l'État aux géants du numérique pose problème. Je voudrais pour terminer évoquer la question de la plateforme des données de santé, le fameux hub de santé, où on se dit que l'État français a confié à Microsoft cette plateforme de gestion de l'intégralité des données relatives à la santé des personnes en France, parce que c'était les seuls à avoir cette capacité. Mais quand le cahier des charges a été construit, on l'a construit en sachant très bien qu'il n'y aurait pas 50 acteurs qui pouvaient relever le défi, qui pourraient relever ça. Et donc le cahier des charges a été construit pour l'opérateur qui est Microsoft. Donc oui, forcément, Microsoft a été le seul à pouvoir répondre. Et donc il y a un collectif de médecins qui a effectivement mis ça sur la place publique, et aujourd'hui le Conseil d'État, la CNIL, reviennent un petit peu, après avoir dit non mais il n'y a pas de souci puisque la sécurité des données est assurée. Oui, physiquement, logiciellement, elle est assurée. Mais est-ce que c'est la seule question à prendre en compte ? Je crois que non, ce n'est pas la seule question à prendre en compte. Et la santé,
quand on parle de santé, on parle du service public de la santé. Et donc j'en viens à la question de l'inclusion, puisque c'est une politique qui nous tient à cœur. Là, on a investi 300 000 € pour justement avoir dans cette politique d'inclusion. Et on se met un petit peu dans la ligne de l'Agence nationale de cohésion des territoires hein, sur la question de l'inclusion numérique. Mais finalement, c'est pas là encore, l'inclusion numérique, c'est l'égal accès aux services publics. L'ambition de l'État français est une totale dématérialisation d'ici à l'année prochaine de tous les services publics. Donc, que notre responsabilité, c'est de pouvoir avoir des services de la collectivité qui soient innovants. Et moi, ce que j'appelle un service innovant, c'est un service qui permet d'avoir l'intégralité des possibilités sur un vieil appareil. Et c'est très difficile aujourd'hui que de réussir à faire en sorte que ce soit accessible sur n'importe lequel des appareils des usagers. Et toutes ces questions-là, pour conclure, elles sont indissociables de la question du changement culturel. Merci d'en avoir parlé tout à l'heure. Je me rappelle de la maire de Poitiers qui parlait qu'il fallait changer le rêve des enfants en parlant de l'aviation et cette polémique à 2 francs sur l'aérodrome. Et donc ce qu'elle disait, c'est mais oui, il faut changer le rêve. Parfois, il faut savoir changer le rêve des enfants. Et je suis tellement d'accord. Il faut qu'on change en fait notre vision culturelle du numérique. Il faut qu'on sorte de cette image d'enfant gâté, que justement on fasse réaliser à tout le monde que c'est un comportement d'enfant gâté que de réclamer en permanence le dernier appareil, le dernier téléphone, la connexion la plus rapide, le temps de latence à 0. Voilà, c'est plus un comportement acceptable et c'est par un changement culturel qu'on peut y arriver. Donc oui, il faut changer cet imaginaire. Comme il y a tellement de sujets. Ouais. Juste sur l'aspect souveraineté, je ne suis pas vraiment un expert là-dessus. Je crois juste que c'est écrit dans notre Constitution qu'une activité qui devient un monopole de fait ou qui prend les caractères d'un service public doit devenir la propriété de l'État. Je pense que ça s'applique quand même assez bien aux géants du numérique, notamment, qui acquièrent les caractéristiques de monopole de fait. Et je me pose souvent la question juste d'un retour du protectionnisme, quoi. Est-ce qu'il ne serait pas temps de justement utiliser ces situations où on se trouve un peu bloqué avec l'incapacité de réguler les GAFAM en Europe? Est-ce qu'il ne faudrait pas oser remettre ce sujet-là sur la table? Il se pose bien sûr du point de vue environnemental, où on commence à parler de taxe carbone aux frontières, ce qui était impensable il y a 20 ans, je dirais. Après, je parle sous votre contrôle, mais ça devient un sujet complètement d'actualité. La Commission envisage de faire les premières propositions d'ici 2023, donc on y arrive. Peut-être que la question devra aussi se poser pour le numérique. J'aimerais juste revenir sur la question de la sobriété et de la publicité qui a été posée. Vous avez évoqué, madame, la sobriété choisie, et de plus en plus, je pense qu'il faudra qu'on accepte l'idée que la sobriété choisie, c'est quelque chose qui s'adresse à une certaine catégorie de la population, et que je pense qu'il faut mieux parler de sobriété permise, et que ce sera justement par les infrastructures publiques développées collectivement que l'on pourra se permettre d'être sobre, et qu'aujourd'hui, ça on l'a bien vu dans les débats de la Convention citoyenne, en fait, c'est un peu dur de dire à des personnes qui sont au SMIC qu'il faut prendre moins la voiture quand elles n'ont pas le choix, etc. Enfin, voilà, je sais bien que vous avez ça en tête, mais c'est collectivement pour penser le déploiement de la sobriété. C'est pas que la pensée colibri a fait beaucoup de bien globalement comme déclic, mais je pense que ça ne nous permettrait pas du tout de passer à l'échelle, cette pensée-là, et qu'il faut penser avant tout infrastructure. Et voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole à... Merci. Moi, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, qui était très intéressant. Simplement 2-3 petites précisions en termes juridiques sur la priorisation des contenus à faire passer dans les réseaux. Et est-ce que ça ne va pas créer des inégalités entre les gens? Il y a un principe qui existe aujourd'hui qui s'appelle le principe de la neutralité du net, qui fait qu'en principe, on ne priorise pas justement le contenu qui passe sur les réseaux. Et on ne priorise pas les usages, par extension. Et alors, justement, c'est pour ça que c'est un sujet que je trouve redoutable et redoutablement intéressant. Comment est-ce qu'on met en place une éventuelle priorisation des usages
compte tenu de certains intérêts qui seraient plus légitimes que d'autres? Comment est-ce qu'on hiérarchise les choses? Est-ce que c'est juste par le prix que les gens seront prêts à payer? Est-ce qu'on doit mettre des réserves au principe de neutralité du net? Comment? Alors évidemment, on peut se dire, s'il s'agit de faire passer la santé avant tout, faisons passer la santé avant tout, mettons la santé et la sécurité en top of the list. Mais on l'a vu pendant le Covid. Même dans la santé, on peut avoir des priorités à définir entre les patients Covid et non Covid. Comment on choisit? Donc la priorisation, elle peut se transformer en énorme dilemme. Et effectivement, est-ce qu'on prend en compte l'aspect social dans cette priorisation? Est-ce qu'on dit pas à un moment donné dans cette priorisation accès à tous, accessibilité pour tous? Est-ce que ça ne devrait pas faire partie de la grille d'analyse? Et par ailleurs, tous les efforts de verdissement du numérique qu'on peut porter quand on est, par exemple, un collectif comme Green IT et d'autres, c'est de dire qu'il y a des passerelles entre le volet social et le volet écologique. Et comme on a pu voir dans les manifs pour le climat, l'écologie sans le social, c'est du jardinage en fait. Les deux sujets sont intimement liés. Et faire durer plus longtemps les appareils et permettre d'accéder à des services sur des appareils un peu anciens et qu'on pourrait considérer comme obsolètes, c'est aussi inclure les gens les utilisateurs peut-être les plus pauvres, les plus fragiles, les moins geeks. Donc c'est aussi faire de l'inclusion. Éco-concevoir un service numérique, c'est le rendre plus accessible. C'est aussi faire de l'inclusion. Donc il y a des passerelles qui sont évidentes entre la tendance vers une transition écologique et la prise en compte de l'aspect social là-dedans. Et je complète aussi sur le volet pub qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a un changement mental à faire, peut-être une reprogrammation mentale sur qu'est-ce qui est glamour. Est-ce que c'est l'appareil dernier cri ou est-ce que c'est autre chose? Et si c'est autre chose, c'est quoi? Est-ce que c'est glamour la low-tech? Est-ce que c'est glamour? Est-ce qu'on a envie d'aller vers la low-tech ou vers la slow-tech? Est-ce que ça nous fait rêver? Et comment est-ce que le droit peut intégrer cette dimension-là? C'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas forcer les publicitaires à faire des pubs pour la low-tech, pour la slow-tech, pour la sobriété. Enfin, on ne peut évidemment pas faire ça. Alors, aujourd'hui, ce que le droit peut faire, c'est empêcher les discours les plus ravageurs, on va dire, pour le dire schématiquement. Mais même ça, c'est compliqué parce que même l'information que la réglementation tente d'intégrer à la publicité, on va avoir des opérateurs qui vont dire oui, mais c'est compliqué, c'est trop long, ça va pas, on n'y arrive pas, il y a trop de contenu. Donc même ça, c'est compliqué à mettre en place. Mais c'est vrai que ça se règle aujourd'hui plus par la contrainte et le contentieux. Alerter le bureau de régulation de la publicité sur le fait qu'un tel fait trop de pubs pour inciter les utilisateurs à changer, à renouveler leur matériel pour des objets neufs. Là, le droit peut avoir un levier. Le levier changement mental et reprogrammation par la PNL, il faut faire appel à des coachs en développement personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, le droit aujourd'hui, il est c'est un petit peu compliqué d'orienter les comportements là-dessus par la contrainte, quoi. Voilà, c'est un changement culturel à faire qui est largement plus large que le seul droit. C'est une belle façon de conclure cette première table ronde. On est déjà un petit peu au-delà de notre temps. Donc en gros, en résumé, on peut vraiment dire voilà, que le numérique a un impact, qu'il faut absolument qu'on puisse le mesurer, qu'on ait accès à la donnée, qu'il faut qu'on choisisse correctement nos priorités, que ce soit en termes de sobriété, le rôle des pouvoirs publics, comment finalement on privilégie les investissements, comment est-ce qu'on définit des standards, et aussi en termes de société, finalement, comment est-ce qu'on engage les gens dans une révolution culturelle qui permet vraiment de revoir un peu ce qui est désirable et désiré. Aussi au niveau géopolitique, comment on se classe finalement dans cette interdépendance et finalement quelle est un peu notre marge de manœuvre, si on peut dire. Mais voilà, donc on aura plus de réponses cet après-midi avec les personnes qui sont déjà un peu dans ce travail très concret. Un grand merci à toutes et à tous pour cette table ronde vraiment très complète et on a hâte de poursuivre cette conversation.